Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce H de Breakfast du 21 novembre 2025. Pour rappel, le H de Breakfast est organisé et proposé par l'agence Bretagne Next, anciennement connue sous le nom de BDI. Il vise à donc apporter des informations sur l'évolution de la filière hydrogène dans le Grand Ouest, et donc plus précisément en Bretagne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants à ce enfin 4 même intervenants à ce webinaire, donc avec 3 entreprises qui prendront la parole. Tout d'abord, nous aurons Hutchinson qui nous présentera son offre sur la chaîne de valeur avec des solutions d'étanchéité de précision. Monsieur Michel Graal, qui est directeur business développement et coordinateur de la chaîne de valeur hydrogène, et monsieur Antoine Davio, responsable R&D, prendront la parole pour une première présentation. Ensuite, ce sera le tour de monsieur Yann Pralus de GRDF qui nous présentera la plateforme de formation de GRDF, qui s'appelle Énergie Formation, qui est basée à Saint-Étienne-de-Montluc. Et monsieur Yann Pralus est responsable de portefeuille d'offres pour les nouveaux gaz. Enfin, nous terminerons ces présentations par la prise de parole d'Olivier Dess, donc directeur marketing chez HRS, Hydrogen Refueling Solutions, pour une présentation des activités et projets d'HRS en Bretagne, mais aussi avec une ouverture sur leur perspective de développement. Voilà, donc merci à tous ces intervenants. Et avant de leur céder la parole, je vous partage quelques informations sur les actualités hydrogène en Bretagne. Oups là, ça va un peu vite. Donc, premier point, vous avez certainement vu passer dans les relations presse des évolutions concernant le projet Armor Hydrogène. La société Valorem a fait le choix de quitter le projet Valorem, Armor Hydrogène. Donc, Saint-Brieuc Agglomération met sa commande de bus et de bennes à ordures ménagères hydrogène en suspens. Je vous ai remis là quelques éléments de détail concernant le projet initial, avec le détail de ce qu'est le contour en fait du projet Armor Hydrogène. Vous pouvez aussi noter les partenaires initiaux du consortium, avec Saint-Brieuc Agglomération, CCI des Côtes d'Armor, Syndicat d'énergie 22, la Banque des territoires, Terrega Solutions, Saint-Malo Agglomération. Voilà. Et pour rappel, ce projet a bénéficié du soutien de l'ADEME et de la région Bretagne. Quoi qu'il en soit, la région et Saint-Brieuc Armor Agglomération continue de soutenir la filière. Donc, reste attentive à tout nouveau projet. Et pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez d'ores et déjà noter le comité des partenaires du 27 novembre prochain, qui se tiendra à Ploufragan et qui sera l'occasion justement de donner la parole à Saint-Brieuc Agglomération, dans un cadre organisé par la région Bretagne. Bonjour à toutes et à tous, je vois que beaucoup de personnes se connectent là, je continue sur la partie actualité. Une étude formation et recrutement a été lancée maintenant ça fait depuis cet été, depuis le mois d'août. Elle est toujours en cours, elle sera en cours jusqu'au mois de décembre. Et c'est une étude qui est vraiment importante pour nous parce qu'elle va nous permettre de connaître vos attentes à vous, qui êtes donc les acteurs de la filière en Bretagne, donc de connaître vos besoins en formation initiale et continue pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et ce demain, c'est au regard de vos perspectives de développement de projet et de besoins de compétences et de recrutement. Voilà, pour nous, c'est vraiment une brique essentielle pour le développement et la sécurisation du développement de cette filière. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à répondre à cette étude. Merci déjà aux nombreux répondants, c'est vraiment important pour nous. Et si jamais vous n'avez pas reçu cette étude ou si vous souhaitez tout simplement qu'on vous la renvoie très rapidement après ce webinaire, je vous invite à mettre votre adresse mail dans le chat. Comme ça, de manière assez simple et pragmatique, nous allons vous renvoyer le lien vers le questionnaire après le webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre adresse dans le chat.
Hem, Autre étude qui est en cours, réalisée aussi, sur un périmètre breton, mais dans un cadre cette fois européen, c'est l'étude Waste to H2, qui étudie les solutions de valorisation des déchets pour la production d'hydrogène. Donc c'est une étude que l'on réalise jusqu'à novembre, cette fois-ci, qui a démarré en août également. Jusqu'à novembre, ça va vite, mais c'est parce que c'est la fin du projet Interreg Ready Ports, projet européen de transition énergétique des ports. Elle permet, cette étude, donc, d'analyser 3 choses. Quel est le cadre réglementaire pour de la production d'hydrogène à partir de valorisation d'hydrogène à partir de déchets, bois B, CSR, soit par vaporeformage, soit par pyrogazéification. Donc, c'est une étude d'abord d'un cadre réglementaire, ensuite d'un business plan basé sur le cas du port de Brest, dans le cadre donc du projet ZIBAC de GRDF. Et là, on a le support technique d'H2X, Ecosystems, et aussi on a une étude de réplication de ce type de modèle. Donc, merci déjà aux nombreux contributeurs. Là, on vous les a cités. La liste n'est pas exhaustive parce qu'il y a encore des rendez-vous qui sont calés ou à venir. Mais déjà, merci à tous les premiers contributeurs qui apparaissent à l'écran. Je ne les cite pas, vous voyez. Et puis, de toute façon, si vous souhaitez en savoir plus, il y a un petit lien en haut à droite. Merci également au cabinet EY qui nous accompagne dans cette démarche. Et puis, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous rejoindre lors de la réunion de restitution le 18 décembre prochain à Saint-Malo. Nous pourrons vous présenter les résultats de ce travail avec la proposition en fin de journée du 18 de participer à un groupe de travail pour les personnes qui souhaitent aller plus avant et s'investir dans ce type de sujet. Autre rendez-vous qui arrive à grands pas, donc c'est la semaine prochaine, une journée technique Hydrogène Grand Ouest. Donc, c'est une journée qui est organisée par les 3 régions Normandie, Pays de la Loire et Bretagne, avec le support de leurs agences de développement économique. Cette journée fait suite à nos collaborations au niveau tri-régional, notamment dans le cadre de réponse à des calls européens. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est que ça sera l'occasion pour nous de vous présenter les résultats de l'étude de bassin H2 Grand Ouest qui avait été réalisée au premier semestre par CEIA, qui permet de noter pas mal de points de développement et de coopération entre nos 3 régions, et pour soutenir toujours le développement de la filière hydrogène. Nous aurons aussi donc des retours d'expérience d'entreprises des 3 régions, et l'ADEME prendra la parole. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à vous rapprocher, enfin, en tout cas, regardez sur information et inscription le lien qu'on va vous transmettre ensuite via les slides pour pouvoir vous inscrire. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à ce soir, et puis à noter aussi, bien sûr, la présence des élus qui seront là pour échanger avec vous, si vous pouvez venir donc participer, et puis des visites qui seront fort intéressantes sur le site du Mans tout l'après-midi. Voilà. Le comité des partenaires Région Bretagne, là, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, donc suivra le lendemain. Donc ça sera donc l'occasion d'avoir un point cette fois plus spécifique que Bretagne, avec un retour sur les groupes de travail, donc recherche, emploi, formation et transport et logistique. Vous aurez aussi, donc, c'est ce que j'indiquais au tout démarrage du webinaire, l'opportunité d'échanger avec la région Bretagne et avec Saint-Brieuc agglomération concernant leur actualité. Lorient Agglomération sera également présent pour un point d'actualité sur leur boucle aussi. Donc, le programme est là. De la même manière, alors l'inscription, là, je ne peux pas vous partager le lien parce que ça se fait uniquement sur invitation via la région Bretagne, mais n'hésitez pas à nous faire signe également si vous êtes intéressé. Voilà. Ensuite, un petit coup d'œil parce que je trouve c'était intéressant de vous partager ce webinaire. Le CETIM nous a demandé de vous en faire part. Donc, une journée technique qui va être organisée le 11 décembre prochain au Technocampus Composite. Donc, voilà, on est vraiment sur un événement qui est dédié aux matériaux et composants et à la caractérisation de leur comptabilité et optimisation pour le comportement en environnement H2. Donc, n'hésitez pas là aussi à cliquer si vous êtes intéressé et à vous rapprocher de Gwenou Girardin et Jean-Marc Touelin. Et enfin, comme je vous l'indiquais, la rencontre filière du 18 décembre prochain à Saint-Malo. Donc,
à l'ordre du jour une réunion France Hydrogène tôt le matin pour les personnes intéressées et surtout qui font partie de la délégation. Ensuite, la restitution de l'étude Waste to H2. Ensuite, la présentation du projet StatMobi. Je m'arrête 2 secondes pour vous expliquer ce qu'il en est. Donc, c'est un projet de station mobile hydrogène qui va être déployé successivement sur les ports de Saint-Malo, Brest et Lorient. Donc, ça va démarrer sur le port de Saint-Malo, ça sera au printemps 2026. Et donc, Angélique Biotto de la direction des ports de la région Bretagne sera présente pour vous présenter cette expérimentation qui va être mise en place. Donc, c'est une station mobile pour des usages de logistique portuaire, mais terrestre, avec des prêts de véhicules. Voilà. Ensuite, nous aurons des actualités filières, une visite du port et donc le groupe de travail pour ceux qui le souhaitent sur le Waste to H2. Enfin, pour terminer sur les actualités filières, sachez que la Bretagne sera présente au salon Evolution du 27 au 29 janvier prochain. Donc, Evolution, c'est Porte de Versailles. Comme les années précédentes, en fait, la région Bretagne aura un pavillon d'environ 100 mètres carrés. Donc, nous sommes globalement sur le même dispositif que les années précédentes. Nous avons déjà un plateau complet, si ce n'est quasi complet. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, ne tardez vraiment pas à nous en faire part. Nous sommes en train de travailler activement sur ce sujet pour une finalisation du plateau qui va venir vite. Voilà, et puis je vous remets en lien pour les personnes qui n'auraient pas eu l'information, les appels à projets de la région Bretagne qui sont ouverts jusqu'en octobre 2026. Il y a 3 appels à projets qui vous sont proposés pour donc soutenir vos projets de démonstrateurs d'usage maritime, démonstrateurs d'usage terrestre et démonstrateurs de production et de conditionnement. Et dans la production, c'est aussi autre moyen de production que l'électrolyse. Voilà, donc votre contact, c'est Maximilien Lemaine, que vous connaissez bien. Son mail est néanmoins rappelé. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces différents points évoqués, j'y répondrai dans le chat. Mais alors, voilà, je termine sur les actualités et je me tourne donc désormais vers nos 2 premiers intervenants pour la société Hutchinson, PSS, pour donc une présentation et de leur savoir-faire et de leurs projets, avec un focus sur les projets et compétences développés à Saint-Brieuc. Michel et Antoine, je vous en prie, je vous laisse la parole. Merci Élodie, merci Antoine, j'espère que vous nous entendez bien. Est-ce que vous nous entendez? Okay, parfait. C'est parfait, nous vous entendons bien. Oui. Merci, bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter un point sur l'activité d'Hutchinson dans l'écosystème hydrogène. Donc, Hutchinson, en fait, c'est un grand groupe industriel international, hein, âgé de 170 ans, donc on n'est pas des débutants. Et nous développons des solutions multimatériaux soutenables et nous les appliquons dans nos domaines d'expertise. Donc, l'acoustique et antivibratoire, l'étanchéité, la gestion des fluides et la transmission de puissance. On est courroie pour la transmission de puissance. Et donc, nous adressons les marchés de la mobilité, de la défense, de l'aéronautique et des nouvelles énergies et de l'industrie. Donc, Hutchinson, c'est 40 000 collaborateurs dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. Et nous investissons donc tous les ans 5% de nos revenus dans la recherche et le développement. Il y a 3 ans, donc, on a fait une étude très détaillée, finalement, de l'analyse de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Et nous avons identifié des domaines d'application de nos expertises, que ce soit dans la production d'hydrogène, son transport et son stockage, la distribution et effectivement toute la chaîne des usages où nous sommes déjà présents de tout temps, je dirais, sur la partie des systèmes à carburant classiques. Voilà. Et donc, issu de cette étude, nous avons sélectionné 4 champs d'action stratégiques qui vont répondre aux spécificités de la chaîne de valeur hydrogène. Les matériaux, tout d'abord, puisqu'on va avoir affaire à des nouveaux fluides par rapport à leurs usages, en tout cas, ce qui va nécessiter des caractéristiques chimiques spécifiques au niveau de nos matériaux par rapport aux questions de compatibilité. Et
l'autre point très intéressant, c'est que ce savoir des matériaux est transversal finalement à toute la chaîne de valeur. Qu'on parle d'électrolyseur ou de fuel cell, on va avoir des thématiques similaires. Donc, on a des champs d'application transversaux. Ensuite, le deuxième point, ce sont les domaines d'expertise spécifiques. On sait bien qu'effectivement, pour cette chaîne de valeur d'hydrogène, les points sur l'étanchéité, le transfert des fluides, la gestion thermique et la sécurité sont des points critiques pour pouvoir avoir quelque chose de résilient, quelque chose d'efficace et donc quelque chose qui soit garanti par rapport à la sécurité des usages. L'autre volet, ce sont ce qu'on va appeler plutôt des niches, parce que nous sommes déjà présents de très longue date sur l'activité d'hydrogène liquide avec la partie cryogénique, notamment pour les applications aérospatiales. Donc, nous sommes partenaires sur des programmes Ariane et Ariane Espace, par exemple, dans les isolations de réservoirs et les transferts de fluides d'hydrogène cryogénique. Les applications directes sur le moteur à combustion, c'est nos savoir-faire ancestraux, je dirais, et donc effectivement les spécificités de l'usage de l'hydrogène font que on va avoir aussi un certain nombre d'applications adaptées sur ces points-là. Et puis la partie stockage avec les réservoirs embarqués, là on va réfléchir plutôt à la manière de fixer les réservoirs avec notamment des systèmes de courroie élastique. Et dernier point, donc c'est une perspective plus long terme pour pouvoir répondre aux besoins de l'industrialisation de cette chaîne de valeur. Donc, on sait qu'il faut effectivement avoir beaucoup d'éléments de contrôle. On peut apporter, puisqu'on a une présence distribuée dans la chaîne de valeur, des éléments, des points de mesure et d'action par rapport au circuit de l'hydrogène. L'intégration des fonctions, donc c'est-à-dire par exemple une étanchéité intégrée sur un support de bride ou une plaque bipolaire de stack, et bien, ça fait partie des éléments futurs pour avoir quelque chose de plus efficient industriellement, et le fait d'avoir aussi cette capacité industrielle à aller faire de la croissance et de la montée en échelle. Et là, nous avons des collaborations donc avec notamment les startups pour les aider effectivement à passer à ce stade d'industrialisation. Voilà pour cette introduction. Hop. Donc maintenant, on va faire un zoom plus précis sur effectivement l'expertise étanchéité, dont les éléments de développement sont plutôt en lien avec les sites Hutchinson qui sont dans l'ouest, le grand ouest de la France, hein, puisque nous avons un site de développement en Mayenne, un site en Maine-et-Loire à Segré et le site de Saint-Brieuc. Et donc, je vais passer la parole à Antoine Davio, qui est directeur de R&D à Saint-Brieuc pour la division pièces moulage de précision. Voilà, donc côté Saint-Brieuc, en fait, on est un peu spécialisé dans tout ce qui est étanchéité statique, avec une variété de produits très très large. Et donc, on s'est intéressé en détail sur les étanchéités d'électrolyseurs, avec une capacité à adresser l'ensemble des étanchéités. Donc, que ce soit des étanchéités caoutchouc, avec des joints qu'on appelle put in place en anglais, mais qui sont des grands joints de bride. On peut également avoir ces joints intégrés sur les plaques d'isolation ou sur les plaques conductrices des électrolyseurs. Et donc, on peut proposer du coup des plaques surmoulées ainsi que du coup les étanchéités qui sont dans la balance of plant de ces systèmes. Donc, pour nous, les électrolyseurs, comme c'est l'alpha hein, de l'hydrogène, ça nous intéresse énormément. Donc, on s'est focalisé sur le développement de ces produits depuis 2-3 ans. Et l'étude qu'avait lancée Michel sur l'ensemble du marché. Donc aujourd'hui, on est présent auprès d'acteurs de l'électrolyse alcaline et de l'électrolyse PEM, avec des besoins qui sont un petit peu différents, puisque l'électrolyte est différente, avec sur l'alcalin
de la potasse, et sur le PEM, on est sur de l'eau pure, donc on n'a pas tout à fait les mêmes besoins en termes d'étanchéité, mais on réussit à adresser avec des matières très proches de type EPDM. Et on a une proposition du coup de produits qui sont aujourd'hui fabriqués sur Saint-Brieuc, enfin conçus et fabriqués sur Saint-Brieuc, avec des designs soit en étanchéité rapportée, soit en étanchéité sur plaque. Sur plaque, à droite, vous voyez une plaque qui est assemblée qui est intégrée aux plaques isolantes des cellules, et à gauche, une étanchéité qui est rapportée sur la plaque conductrice de l'électrolyseur alcalin. Donc avec du design qui est conçu sur Saint-Brieuc et qui est mis au point également et industrialisé sur Saint-Brieuc. Donc aujourd'hui, on a notamment un partenariat avec John Cockerill sur de la fourniture série d'électrolyseurs alcalins. Donc c'est des choses qui nous permettent de donner des perspectives à cette activité R&D dans le groupe. On a également une activité R&D importante pour les usages, avec un peu la même logique sur les fuel cells, qui sont pour nous prometteuses, puisque à partir du moment où on parle de stack, on a des effets de volume qui sont très rapides. Et donc, on a aussi une offre de valeur sur le fuel cell, avec différentes typologies d'étanchéité qui sont, elles, beaucoup plus fines, puisque dans les usages, on va vraiment avoir une recherche de l'encombrement extrêmement serré, et donc avec une offre de valeur, soit avec des process très divers qu'on maîtrise sur Saint-Brieuc, que ce soit de l'injection, que ce soit du surmoulage, que ce soit de la découpe, et on travaille également sur de la sérigraphie pour obtenir vraiment des finesses d'étanchéité extrêmement précises. Donc on a lancé depuis un an maintenant, enfin on a démarré depuis un an maintenant, un projet qui est soutenu par l'ADEME, qui est une collaboration avec deux entités du groupe, notre centre de recherche à Montargis, où nous sommes actuellement, avec Michel, et puis le site de Segré, pour le développement de plaques bipolaires avec étanchéité intégrée, avec deux thématiques, puisqu'on souhaite vraiment adresser l'ensemble de la chaîne de valeur de la fuel cell, avec du coup une technologie métal qui est plutôt suivie par le site de Segré, et le développement de plaques bipolaires composites sur une base thermoplastique, pour une meilleure recyclabilité, que nous suivons sur Saint-Brieuc, avec notamment de la recherche de matériaux sur cette partie composite, des traitements de surface sur la partie métallique, et puis le développement des systèmes d'étanchéité, et surtout avec un objectif de scale-up qui nous permettra d'avoir des process continus pour être très compétitifs sur ce marché, où aujourd'hui on a quand même des acteurs chinois qui sont extrêmement pertinents en termes de prix, malheureusement. Mais donc on souhaite se positionner face à ces Chinois en termes de mise à disposition de ces produits. Donc le projet, il est articulé autour de 6 axes de développement. Donc on parle de formulation matériaux plaques composites, on parle de développement d'étanchéité, parce que c'est vraiment des étanchéités très fines, donc il y a des matériaux spécifiques et des process spécifiques à mettre en œuvre, du traitement de surface des plaques métalliques, comme je disais, ainsi que du coup tous les procédés de fabrication associés. Et donc il y aura une phase ensuite de scale-up matière. Alors c'est pour passer du stade laboratoire au stade industriel de fabrication de ces matériaux. Donc ça, on a pu l'intégrer encore au projet. Et après, toute la partie industrialisation, ça sera hors du cadre du projet, puisque non soutenu par l'ADEME sur ce type de projet.
Et donc, ça nous amène sur un projet quand même jusqu'à fin 2027, début 2028. Donc, c'est un projet très ambitieux avec de nombreux intervenants au sein de Hutchinson. Voilà, donc ça clôt un petit peu notre présentation et nous sommes à votre disposition pour les questions après les autres intervenants. Donc, juste peut-être une petite remarque de ma part, c'est que nous sommes très intéressés pour pouvoir mettre nos produits en application et donc dans ce cadre de profiter de l'écosystème effectivement pour pouvoir passer nos projets qui sont des composants sur de stades applicatifs. Et avoir des retours d'expérience terrain aussi. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, Antoine Davio, responsable R&D, et Michel Trapp, le directeur de business développement. Je pense que l'appel est bien passé. Donc, auprès des gens qui nous écoutent ce jour, on n'hésitera pas à le relayer et à vous donner rendez-vous aussi donc à la fin du projet Obi-Wan, voilà, pour avoir justement un bilan et pouvoir continuer de suivre vos développements. Donc, je vois des petites questions dans le chat. Je vous laisse la main pour commencer à y répondre directement. Et puis, je me tourne donc vers Yann Pralus, responsable de portefeuille d'offres Nouveau Gaz, RDF, pour une présentation de la plateforme donc, de formation Énergie Formation. Je vous en prie, Yann. Bonjour, merci Élodie. Donc Yann Pralus, responsable de portefeuille d'offres de formation sur les nouveaux gaz, plus sur la partie mobilité durable, usage et réseau industriel. Donc chez Énergie Formation, qui est la branche de formation de GRDF. Alors en revanche, je n'arrive pas à avancer mes slides. Je ne sais pas pourquoi. Pas de souci, on va le faire pour vous. Ça a fonctionné tout à l'heure. Donc l'énergie formation, c'est ni plus ni moins que l'école historique du gaz basée à Saint-Étienne-de-Montluc pour les connaisseurs. Depuis plus de 55 ans, on est environ 117-120 collaborateurs répandus sur 3 sites en France, donc Montluc, à Nantes, Gennevilliers et Lyon. On a 4 plateaux labellisés en région pour essayer de se rapprocher au plus près des collaborateurs à former, pour limiter un peu leur déplacement, parce qu'aujourd'hui, on a conscience côté RSE que ça coûte moins cher de déplacer un formateur que de déplacer 12 collaborateurs. Et au catalogue, on a environ 250 stages pour balayer toute la chaîne de valeur de ce que peut être un réseau gaz naturel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, ma mission, ça va être de transposer ce que l'on connaît du gaz naturel sur les nouveaux gaz, donc en l'occurrence l'hydrogène, parce que c'est le sujet du jour, également le CO2 demain et les différents carburants, etc. Donc voilà pour recontextualiser. Aujourd'hui, Énergie Formation, on est Calliope pour la partie, on va dire, récupération des OPCO pour les clients. On a une expertise technique pédagogique, donc tous nos formateurs sont recrutés pour l'expertise technique, qui sont issus du terrain, et ils sont certifiés par un organisme d'État. C'est le choix qui a été fait chez nous depuis de très nombreuses années pour renforcer cette expertise afin de pouvoir former tous les collaborateurs, alors issus de GRDF, mais pas que, parce que GRDF représente à peu près 80% de nos clients et 20% sur la filière gaz. Donc ça peut être les ELD, hein, les régies historiques connues, et après on a les clients industriels, bureaux d'études, conception, j'en passe et des meilleurs. Voilà en ce qui concerne Énergie Formation. Élodie, si tu peux passer le slide suivant. Alors, pour entrer dans le cœur du dispositif, aujourd'hui, on a une plateforme d'environ 1000 m² à l'échelle 1 de ce que peut être un réseau industriel, puisque GRDF est en pleine réflexion, même si on sait que l'hydrogène aujourd'hui, sur 2025, a été un peu ralenti entre guillemets, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui il y a la dorsale qui est en train de se monter
depuis l'Espagne et qui va transiter par le bassin lyonnais, qui remonte jusqu'en Allemagne. Et donc, on a des industriels qui sollicitent pour la gestion des réseaux de demain. Et donc, cette plateforme répond à la demande justement de formation sur ce que peut être la conduite, la maintenance d'un réseau hydrogène. Et on va du point de stockage jusqu'au point de livraison et de l'usage chez le client de demain. Dans les formations qu'on développe aujourd'hui, on va avoir toute la chaîne de sécurité. On va avoir la gestion et la protection des réseaux, protection cathodique en l'occurrence. Donc, en fait, on retrouve ce que l'on fait aujourd'hui sur un réseau de gaz naturel transposé pour l'hydrogène avec les adaptations que cela comporte. Donc, voilà pour la partie un peu réseau industriel. Concernant les usages, moi je travaille aujourd'hui sur l'apport de la partie avitaillement parce que c'est la demande qu'on a de la part des clients pour les futures stations d'avitaillement. Et on a également les usages peut-être un peu moins connus du domaine industriel mais qui sont connus du grand public, à savoir déjà les chaudières. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a différents fabricants qui ont déjà développé des chaudières à hydrogène. En l'occurrence, on a Vaillant et De Dietrich. Aujourd'hui, on est en attente surtout sur le volet réglementaire. De Dietrich attend une certification pour pouvoir commercialiser leur chaudière avec un électrolyseur. Si ce n'est que les deux chaudières que vous voyez sous vos yeux fonctionnent quand même déjà en mélange. Et pour ça, on a travaillé avec Suntech, qui est un fabricant historique de pompes fuel pour les boilers fuel. Et De Dietrich a demandé de développer un mélangeur pour pouvoir faire du mélange gaz nat et hydrogène, et ce qui nous permet d'injecter jusqu'à 20% d'hydrogène dans les chaudières, voire même jusqu'à 40% pour ce qui concerne la De Dietrich. Donc voilà pour la partie, on va dire, pure combustion. Vous voyez à l'image également une table. Donc cette table, en fait, elle nous permet aujourd'hui de diffuser les deux formations qu'on a créées sur les caractéristiques, les risques et la sécurité autour de l'hydrogène. Donc, on a une formation qui dure 2 jours à peu près. On a une formation de 2 jours qui englobe tout ça, donc 50% théorie, 50% pratique. Et donc, cette table nous permet de faire le lien entre les caractéristiques d'un point de vue théorique, parce que pour beaucoup, ça peut paraître abstrait, et le côté visuel et démontrer ce que c'est la flamme hydrogène, comment elle réagit. Toujours en comparaison du gaz historique qu'on connaît avec GRDF, qui est le gaz naturel. Et on fait également le parallèle avec le propane pour comprendre la réaction de cette molécule. On a d'autres ateliers, on a d'autres laboratoires pour montrer l'ensemble des caractéristiques. Pour ça, je vous invite à venir chez nous en formation pour découvrir tout ça. Vous voyez également le chalumeau. Donc, le chalumeau, c'est un chalumeau hydrogène qui a été développé par Bulan. Et donc, Bulan développe des brûleurs à hydrogène. Et en l'occurrence, c'est celui qu'on retrouve dans la chaudière de Dietrich aujourd'hui. Et plusieurs entreprises en sont équipées. Par exemple, vous avez la PAV aujourd'hui, ils ont équipé leurs ateliers pour le côté brasure, apprentissage, avec les chalumeaux à hydrogène. Ce qui répond à pas mal de problématiques en termes de sécurité, puisque vous n'êtes pas sans savoir que grâce à l'hydrogène, on n'a plus de CO2, plus de CO. Enfin, en tout cas, moins de CO2 et plus de CO. Donc voilà pour le côté usage de l'hydrogène chez nous et par rapport à la formation. Et donc, pour revenir au cœur de notre métier, la formation, on a également une formation sur une journée où on voit uniquement les caractéristiques et les risques, parce que dans la seconde formation, on aborde le côté ATEX, on aborde le côté réglementaire et l'incendie lié à l'hydrogène pour voir la comparaison avec le gaz naturel.
Et cette formation-là rentre dans un cursus de formation sur les prochaines formations qui arrivent, qui peut être de l'inertage de réseau. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être la gestion de maintenance et intervention sur un réseau, et ce sera le prérequis principal de toutes ces formations-là. Donc voilà en gros les équipements qu'on a aujourd'hui. Ces deux formations sont développées sur Nantes et sur Gennevilliers. On a une réflexion pour la développer sur Lyon, puisque Lyon est un gros bassin industriel et on a de la demande là-bas. Sauf qu'aujourd'hui, le centre de formation que nous avons, qui est au cœur de ville de Lyon, pose plutôt un problème réglementaire et d'autorisation des différents propriétaires. Donc, on est en train de réfléchir à une solution toujours sur Lyon, mais dans un autre local que notre centre de formation, pour pouvoir répondre à cette demande. Alors, je suis en train de lire en même temps un message que j'ai eu. J'ai pas activé ma caméra? On s'est permis de passer à la slide suivante. Ah, pardon. Donc, un des exemples qu'Antoine m'a demandé d'intégrer dans la présentation, c'est lié à la chaudière, tout simplement, puisqu'on connaît l'efficacité de l'hydrogène sur les autres domaines qui ont été évoqués, un peu moins sur la chaudière. Donc, voilà, quelques chiffres en présentation. Donc, en haut, vous avez les résultats, vous êtes en 100% gaz naturel. Et en dessous, on a un mélange et qui nous donne l'écart qu'on peut voir. Donc, en gros, avec un tout petit peu moins de 40% d'injection d'hydrogène dans le CH4, on a une réduction de 30% du taux de CO2, pardon, et on a 74% de réduction des NOx avec l'usage de cette chaudière, et ce qui permet de répondre à une grosse problématique environnementale et de classe énergétique pour, entre autres, les bailleurs sociaux qui doivent aujourd'hui trouver des solutions pour décarboner. Et ça peut être une réponse, ce n'est pas forcément la réponse. On connaît le mix énergétique, mais ça peut y répondre. Voilà en ce qui concerne un peu le travail qu'on fait aujourd'hui chez Énergie Formation. Élodie, tu peux passer la slide, je pense. Et donc voilà une présentation des formations qu'on a aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'accompagner la filière en termes de formation. Et surtout associer le côté pratique du côté théorique. Et c'est ce qui fait notre force de frappe aujourd'hui en termes de formation. Élodie, tu peux passer, je pense qu'on arrive à la fin. Voilà, et donc vous pouvez, avec le QR code, retrouver ces deux formations-là qu'on a chez nous. Donc à Nantes, c'est Saint-Étienne-de-Montluc. Ce qu'on peut indiquer, Yann, c'est que vous avez, donc on retient, ce sont des formations d'1 à 2 jours, et si on veut avoir plus d'informations, on te contacte. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que vous avez accueilli, c'était fin septembre, le groupe de travail port pour la Bretagne. Et Oui. j'ai eu la chance de pouvoir faire partie de cette petite formation, et c'était fort intéressant et fort instructif, et merci encore de votre accueil. Je pense que le coup, on a tous beaucoup appris. Donc voilà, les coordonnées d'Yann seront commises bien entendu dans les éléments, dans les slides partagés. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, je vois qu'il y a pas mal d'échanges dans le chat pour répondre notamment aux questions. Donc, voilà, on termine tranquillement notre troisième intervention, et on pourra échanger plus largement tous si il nous reste assez de temps. Donc, Monsieur Olivier Dess, vous êtes directeur marketing chez HRS, et donc on a le plaisir de vous donner la parole maintenant pour une présentation des activités HRS, qui sont bien entendu, la société bien entendu étant active autour du projet de Lorient Agglomération. Vous allez nous expliquer tout cela. Donc au-delà, on aimerait bien comprendre un peu mieux quels sont
vos compétences et activités et perspectives de développement. Donc, je vous en prie, je vous laisse prendre la parole. Très bien, merci beaucoup. Merci pour donner l'opportunité de présenter la société HRS et puis nos activités. Donc, je vais passer rapidement un peu sur, vous faire un peu HRS, d'où ça vient, parce on est une société qui a déjà quand même plus d'une vingtaine d'années d'existence, mais on est dans l'hydrogène aussi depuis 2009, puisqu'on a commencé à assembler des stations pour le groupe Air Liquide. On a assemblé une trentaine de stations pour le groupe Air Liquide qui ont été déployées un peu partout en Europe et en France. Et en 2020, il y a eu un choix qui a été fait de la direction de changer de stratégie et de devenir aussi concepteur de stations, ainsi que installateur et avec une offre de service. Donc aujourd'hui, la société a vraiment accéléré dans le milieu de l'hydrogène pour on a installé une trentaine de stations depuis la nouvelle activité, c'est-à-dire depuis 2021, ce qui fait une belle part de marché puisqu'on représente à peu près une trentaine de pourcents des stations installées en Europe. Aujourd'hui, ça permet de montrer aussi l'accélération de l'usage de l'hydrogène, hein, un usage de nos stations qui est en forte accélération sur les 2 dernières années, avec des usages très différents, très différents. On va parler de bus, de camions, de voitures, mais aussi, ce qu'on montre ici, c'est qu'on a une activité importante dans tout ce qui va être logistique et les centres de logistique avec les chariots élévateurs. Et ce qu'on remarque, c'est que les stations les plus utilisées aujourd'hui, en tout cas qui délivrent le plus d'hydrogène, sont des stations liées avec la logistique. Et on a la chance d'avoir une station dans le Grand Ouest sur le site Lidl de Carquefou qui fait partie de ces stations. Rapidement, parce que je pense qu'on n'a que des spécialistes aujourd'hui de l'hydrogène, mais rapidement, comment marche une station et c'est quoi l'enjeu d'une station? Aujourd'hui, une station, elle va conditionner de l'hydrogène et la transférer dans les véhicules. Donc aujourd'hui, on va prendre l'hydrogène pour une station. L'hydrogène, c'est l'entrée. Donc quel que soit le type de conditionnement, ça peut être du tube trailer, ça peut être de la production sur site, ça peut être des cadres, ça peut être voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Ensuite, on va le conditionner, donc on va le comprimer, on va le stocker dans des réservoirs et après, on va faire du transfert par équilibrage. Alors pourquoi ce choix-là, c'est parce qu'on va pouvoir avoir des compresseurs qui vont pouvoir être dimensionnés en fonction de l'usage global de la station, mais pouvoir opérer des transferts rapides, puisqu'aujourd'hui, on va parler de vitesse de transfert de 1 km minute à 700 bars, voire un peu plus pour certains camions, et de 3 km minute pour les véhicules à 350 bars. Et bien sûr, pour pouvoir atteindre ces vitesses de transfert, on est obligé de refroidir l'hydrogène, puisque l'hydrogène a un effet exothermique quand on le comprime. Alors aujourd'hui, HRS, c'est toute une gamme de stations et de produits. Donc on a développé, je dirais, sur la base de systèmes modulaires, des stations de différentes capacités. Mais après, HRS a aussi la capacité de faire des stations, à façon, pas forcément, on va dire, standard catalogue HRS. Mais bon, pour donner des ordres de grandeur, voilà, on va commencer avec des stations qui vont pouvoir délivrer à peu près 300 kilos par jour. Et on monte jusqu'à des stations aujourd'hui, la plus grosse qu'on est en train d'installer, c'est 4 tonnes jour. Donc voilà, donc ça montre un peu la capacité d'HRS de faire des stations de différentes tailles et de pouvoir accompagner aujourd'hui le marché de l'hydrogène qui est en train en tout cas de la mobilité, qui est en train aussi d'évoluer vers la mobilité lourde avec des camions qui ont des réservoirs de 40 kilos, voire plus, et de pouvoir remplir ces véhicules et de répondre à ces besoins. Et HRS, c'est aussi une offre pour l'industrie. Alors là, on va être dans le conditionnement de l'hydrogène, parce que on voit bien aujourd'hui, on a pas mal de sites qui sont en train de se développer de production d'hydrogène, je veux dire en volume.
Et HRS propose des solutions pour remplir des tubes trailers. Et là, on va sur des solutions qui sont scalables à façon en fonction du besoin. Et avec une offre aussi quand même importante à noter, c'est la possibilité de rajouter ce remplissage de tube trailer sur une station standard, c'est-à-dire qu'on va utiliser le compresseur de la station de ravitaillement pour pouvoir remplir un tube trailer si cette station est connectée à une production sur site. Alors, bien sûr, HRS, c'est aussi du développement et de l'anticipation des besoins de demain. Donc aujourd'hui, on travaille en consortium sur un projet qui s'appelle Ready, hein, qui a l'objectif d'aller remplir les camions de demain. Les camions de demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire des réservoirs de 80 kg d'hydrogène à 700 bars. Et donc là, on a un enjeu d'accélérer ou de pouvoir en tout cas rester dans les ordres de grandeur d'une dizaine de minutes pour faire le plein. Et donc, ça veut dire qu'il faut développer tous les différents composants de la partie distribution pour pouvoir atteindre ces vitesses de transfert, parce qu'on va parler ici de vitesse de transfert à peu près de 10 km minutes. Tout à l'heure, je vous parlais de 1 à 3 km minutes. Donc là, on a vraiment une démultiplication des besoins et des objectifs de vitesse de transfert. Et on a eu la chance aussi d'être sélectionné par Toyota pour travailler sur leur projet ou leur développement qui s'appelle le Twin Nozzle. Et là, l'idée derrière, c'est de se dire, aujourd'hui, dans les futures stations, il y aura souvent 2 bornes de ravitaillement pour pouvoir faire 2 ravitaillements en parallèle, voire plus. Mais là, l'idée, c'est d'utiliser 2 bornes en même temps pour remplir un véhicule, et c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait doubler la vitesse de remplissage avec les capacités déjà installées sur les bornes existantes. Donc voilà, donc ça, c'est des développements qui sont en cours avec des objectifs de mise sur le marché fin 2026. Après, donc là, voilà, ça c'est je reviens un petit peu sur la partie conditionnement, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de projets de conditionnement arriver un peu partout en France et en Europe. Et donc, voilà, pour rappeler qu'on est capable de proposer des solutions qui vont être soit je veux dire, une extension d'une station existante ou d'une station installée avec une production sur site, soit vraiment une installation dédiée à remplir des tubes trailers en parallèle, en séquence, etc. Donc tout ça, c'est des systèmes qui sont automatisés. Et aujourd'hui, nos solutions vont des tubes trailers de 200 à 500 bars. Alors, pour conclure, un peu, peut-être un petit point sur les enjeux de l'hydrogène, en tout cas dans les activités portuaires et ou maritimes. Donc aujourd'hui, on voit vraiment un intérêt à développer ces activités. Pourquoi? Parce que les environnements maritimes sont souvent des environnements avec des enjeux d'engins de forte puissance, ou alors des engins qui ont besoin d'avoir une continuité d'opération. Et c'est vraiment dans ces je veux dire, ces deux applications où l'hydrogène va être vraiment différenciant et va permettre de décarboner les usages. Donc là, on vous a donné un exemple sur la photo. Vous voyez, par exemple, on a ce qu'on appelle un reach taker. Donc c'est un engin, un énorme, on va dire, chariot élévateur qui va prendre les containers en fait et les manipuler sur le port. Et puis on a aussi tous les engins qui vont déplacer les remorques. Donc c'est le petit camion que vous avez à droite, sans oublier bien sûr aussi tout ce qui va être la partie maritime, hein, avec les bateaux, avec les barges, avec tous ces engins-là. Alors l'enjeu aussi pour l'hydrogène de ces environnements maritimes, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir s'adapter aux environnements, puisque souvent ces environnements portuaires sont des environnements salins, humides, et donc ça apporte des complexités. Quand vous allez vouloir remplir des bateaux, souvent les bateaux, un bateau par naissance est sur l'eau, donc ça veut dire qu'il bouge. Donc ça veut dire aussi, voilà, des enjeux. Il faut tenir en compte tous les enjeux de sécurité parce qu'on a des connectiques avec des gaz sous pression. Donc là, il y a des choses qu'il faut anticiper. Donc HRS commence déjà à travailler sur ces domaines-là. On a déjà des stations dans des environnements salins, puisqu'on est déjà présent au Sable d'Olonne
Donc ça veut dire c'est une station qui voit déjà d'environnement salin, donc on voit déjà ces problématiques. Et puis bien sûr aussi, il ne faut pas oublier quand même le côté réglementaire, parce que les ports ont leur propre réglementation, et c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte quand on fait des projets hydrogène dans ces environnements. Voilà, tout ça pour conclure, dire qu'HRS aujourd'hui, on est prêt pour accompagner toute la filière du ravitaillement des véhicules, tout type de véhicules bien sûr, et bien aussi tous les environnements type portuaire qui existent et qui vont se développer. Voilà, bon, merci beaucoup, et puis je suis prêt à vraiment, comme mes collègues, à répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la station installée à Lorient? Oui, alors la station de Lorient, donc voilà, ça fait tout à fait la transition. Donc Lorient, on a une station qui est installée dans le dépôt de bus pour l'agglomération. Donc cette station a une particularité, c'est qu'on a développé un processus qu'on appelle de charge lente. Comme je vous le disais au début, aujourd'hui, pour pouvoir remplir les véhicules rapidement, donc parce qu'on parle de quelques minutes, on va parler de 5-6 minutes pour remplir un véhicule grand tourisme et d'une dizaine de minutes pour remplir un camion. euh, à Lorient, on a fait le choix aussi d'apporter une solution de ce qu'on a appelé de charge à la place, donc par grappe de véhicules, c'est-à-dire que les bus de l'agglomération vont rentrer en fin de tournée, là, en fin de journée, et vont être ravitaillés la nuit. Donc là, l'intérêt de pouvoir faire ça, c'est de ne pas utiliser de froid, donc en fait de réduire en fait le TCO du remplissage du véhicule. Et cette station, aujourd'hui, est en phase de validation, puisqu'on attend les bus qui ont un peu de retard. Donc, le premier bus doit arriver là en décembre. Et donc, pour pouvoir qualifier justement le remplissage à la place. Par contre, la partie ravitaillement standard rapide est déjà opérationnelle. Très clair, merci beaucoup pour ces compléments. Je ne sais pas si vous avez des éléments à rajouter, sinon nous allons juste répondre aux questions Non, parce non, qu'il non, y en non, a c'est. quelques-unes dans le chat. D'accord. Allons-y. Donc, je vois que Monsieur Touelin vous questionne sur les stations LH2 pour les zones portuaires. Les stations Est-ce que LH2 vous, liquides. oui, hydrogène liquide, est-ce que vous prévoyez d'en déployer en environnement portuaire? Alors, aujourd'hui, HRS, on n'est pas positionné sur le ravitaillement liquide-liquide, c'est-à-dire prendre du liquide pour le mettre dans un véhicule qui aura des réservoirs liquides. Ça, c'est vraiment dire un savoir-faire qui est encore différent, sur lequel on prévoit de travailler, mais aujourd'hui, on n'a pas d'activité là-dessus. Par contre, les choses qu'on anticipe, c'est de faire du liquide to gas, c'est-à-dire d'avoir une source liquide et de pouvoir remplir les véhicules avec du gaz. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. D'accord. Et j'ai une petite question pour ma part. Vous évoquiez au milieu de votre présentation donc, des vitesses de transfert qui étaient en train de s'accélérer. Vous étiez initialement sur 3-4 Oui, km/h, vous envisagez les 10 km/h. oui. Et après, vous avez indiqué Mhm, qu'il y avait potentiellement 2 bornes qui pourraient demain charger parallèlement. Du coup, on mhm. irait encore plus vite que les 10 km/h? Non. Là, Ou c'est un moyen d'augmenter c'est l'objectif? Toyota, voilà, c'est Toyota qui a développé ça, qui dit aujourd'hui on a des bornes qui ont des vitesses de transfert normalisées, donc on est autour de entre 1 et 3 km/h en fonction de, voire tout petit peu plus, mais ça c'est normé par la norme SAEJ. Et l'idée de Toyota, c'est de dire plutôt que d'aller développer des bornes spécifiques à très haut débit, Oui, c'est d'utiliser les bornes existantes, mais 2 bornes en parallèle. Donc au lieu de faire du 3 km/h, on pourrait faire du 6 km/h par exemple, d'accord. puisque ça serait 2 fois 3 kg. Mmh. Voilà. Et l'idée, c'est de OK, réutiliser les infrastructures existantes pour pouvoir remplir ces camions qui ont des réservoirs 2 fois plus gros. Parce que, alors pour expliquer, c'est qu'aujourd'hui, hein, aujourd'hui, les camions sont souvent des réservoirs à 350 bars. Et souvent, les réservoirs sont placés derrière les cabines, ce qui représente aujourd'hui le volume qu'ils arrivent à mettre. On est capable d'avoir des quantités autour de 40 kg d'hydrogène, 40-42 kg d'hydrogène. Aujourd'hui, un camion, c'est entre 7 et 10 kg du 100. Donc, ça veut dire que vous avez des autonomies entre, je dirais, 450 et 600 km. Mais aujourd'hui, quand on compare à un camion diesel, aujourd'hui, les camions diesel ont des autonomies de 1000 km.
Donc il y a il y a une envie en fait d'aller, de proposer en fait à la profession, des transporteurs, des véhicules hydrogènes qui ont des performances et des capacités identiques aux véhicules aujourd'hui existants. Donc, l'idée, c'est d'aller vers des véhicules qui auraient des autonomies de 1000 km, mais c'est aussi de leur offrir des temps de ravitaillement qui sont comparables à ce qui se fait aujourd'hui dans les véhicules thermiques, donc de faire des remplissages autour de 10-15 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on a ce projet qu'on travaille sur ce projet d'accélération des vitesses de transfert pour rester, je veux Mmh. dire, dans l'existant de l'usage du transporteur aujourd'hui. Très clair, merci. Écoutez, je ne sais pas s'il y a une autre question pour Joël Charest. J'avais noté une question, c'était de monsieur Niclou, plus haut. C'était concernant le projet Obi. Alors moi, je le prononce peut-être pas bien. Hutchinson va me corriger au besoin au niveau de la prononciation. Mais donc, c'est le projet de recherche qui est en cours par Hutchinson, soutenu par l'ADEME. Tout à Peut-être fait. que vous souhaitez prendre la parole, Antoine? Oui. Non, c'est un petit nom de blague, hein, bien sûr. Donc, y a pas de... Mais ça marche, ça Ça fonctionne. marche très bien. On retient. Optimize Bipolar Plate. Voilà. Donc, pour rappel, c'est juste en quelques mots pour Monsieur Niclou, le projet au niveau du gain de compétitivité de la PAC. Ouais, c'est le projet de développement des plaques bipolaires, que ça soit métallique ou composite pour les différentes typologies de fuel cell, et donc avec étanchéité intégrée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous redonnera les liens nécessaires si besoin. Je vois que impeccable. Donc, sauf si vous voyez tous d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat. J'avance un petit peu dans l'agenda, mais vous voyez, les intervenants sont toujours là pour répondre à vos questions. Donc, au niveau de l'agenda, je vous partage quelques dates que vous avez. Donc, ça, c'est issu de la présentation de début de webinaire pour votre appel. Donc, la semaine prochaine, 26 novembre, réunion très régionale Bassin Grand Ouest. Le lendemain, comité des partenaires. Pour votre information, on aura le dernier copil de l'étude Waste2H2 le 28 novembre pour ceux qui sont concernés à Brest. En décembre, vous pouvez noter donc la 5e édition du Forum Hydrogen Business à Belfort. Le 4 et 5, nous serons à Brest Transition Quimper au niveau de la région Bretagne. Le 9 décembre, on a un groupe de travail Navirage 2 à Rennes. Donc là, c'est pour les armateurs qui travaillent sur des usages hydrogène liquide, notamment pour leurs bateaux. 11 décembre, la journée technique donc, du CETIM. Le 16, vous avez l'Assemblée générale de France Hydrogène à Paris. Le 18, la rencontre semestrielle, donc filière hydrogène, donc avec les présentations des conclusions études Waste2H2, StatMobi, visite du port, réunion France Hydrogène et groupe de travail Waste2H2. Voilà, et donc, et après, ce sera pour nous le temps d'une petite pause pour vous retrouver en janvier pour un H2 Breakfast, donc le 21 et juste avant Evolution, nous serons du 27 au 29. Voilà. Donc, écoutez, nous sommes juste à la fin de ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Encore un grand merci aussi aux intervenants. Nous mettons tous les éléments en ligne. Et donc, on se retrouve dès la semaine prochaine pour ceux qui viennent avec nous pour la réunion tri-régionale. À très bientôt.